des questions n'est pas comme l'univers, n'est pas extensive. Mais ça s'accélère. Imaginez l'accord et le testament de Stéphane Géokis qui nous a quittés récemment. Qu'est-ce qu'il nous a apporté, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme testament? Voilà, bon, alors je vais un petit peu. Brièvement. Oui, brièvement. Voilà, donc je me suis. Alors, si vous voulez approfondir, vous allez sur mon blog, j'ai écrit toute une série de billets sur le blog. On n'a pas comment? On n'a pas bien entendu votre blog tout à l'heure. Oui, vous allez sur Google, vous tapez Luminé, vous cherchez le blog. Ah, d'accord. Ça s'appelle Luminescence. Donc voilà, pour Stephen Hawking, oui, c'est une figure emblématique de la physique théorique. Et il a apporté beaucoup de contributions, certaines sont très controversées, à juste titre d'ailleurs, et certaines sont assez fondamentales. Bon, notamment, il était obsédé précisément par la question du temps, peut-être parce qu'il sentait que son temps à lui était très limité à cause de sa maladie, mais finalement, il a vécu jusqu'à 70 ans, de façon assez incroyable. Et donc voilà, tous ces travaux ont tourné autour de l'éternité du temps. Est-ce que le temps est éternel ou pas? Donc il a travaillé sur le début du temps, la fin du temps, donc les trous noirs, le Big Bang, ce genre de questions. Madame. Oui, je l'ai lu dans les articles scientifiques, disons, de vulgarisation en ce moment, on entend pas mal apparaître les trous blancs. Oui. C'est étudié, c'est quelque chose de... Alors les trous blancs, je n'ai pas utilisé le mot tout à l'heure, parce que c'est un petit peu la plaisanterie, les trous noirs, c'est trous blancs, etc. Mais quand j'ai parlé des trous de verre, c'est-à-dire la possibilité que le fond d'un trou noir ne soit pas bouché, mais soit une sorte de raccourci pour émerger ailleurs dans l'espace-temps, ben, l'émergence, précisément, c'est ce qu'on appelle un trou blanc. Moi, je préfère le mot de fontaine blanche, que ce serait en fait, au contraire, un jaillissement spontané d'énergie qui sortirait d'une certaine région de l'univers, qui serait la bouche de sortie d'un trou de verre. Voilà. Alors, vous me dire, mais alors, est-ce qu'on a observé les trous blancs ou les fontaines blanches? Comme ça, on fait la preuve que les trous de verre existent bien, mais on ne les a pas observés. Parce qu'on ne les a pas observés, que ça n'existe pas, parce que, retenez bien cet adage très important, la preuve de l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Il y a un jeune homme qui voulait poser une question. Oui, je voulais savoir si, dans le fond cosmologique, on peut trouver des traces de multivers, parce qu'il y avait des zones plus froides dans le comité cosmologique. Je voulais savoir si, avec ça, on peut trouver d'autres univers. Non, redis-le. Lève-toi. Vas-y. Je voulais savoir si, avec le fond diffus cosmologique, on pouvait trouver des traces. D'accord, ok. Oui. Le jeune homme, il suit effectivement une certaine actualité scientifique, parce qu'on en a parlé récemment dans les médias de vulgarisation. L'idée que, bon, je parlais de cette chose très hypothétique, comme les multivers, l'existence d'autres univers dans une dimension différente de l'espace et du temps. On se dit, est-ce qu'on peut un jour imaginer l'expérience capable de les mettre en évidence? Parce que normalement, tous ces univers différents, c'était cube du vide, ces bulles seraient déconnectées les unes des autres, vivaient dans des dimensions différentes, on n'aurait aucun moyen de vérifier leur existence, sauf dans quelques scénarios particuliers. Et on a pu lire récemment, c'était pas juste de la fantaisie de journalistes scientifiques, c'était extrapolé de certains articles de physiciens et théoriciens, qui parfois vont plus loin que la science-fiction la plus imaginative, j'avais imaginé qu'il pourrait y avoir des sortes de, peut-être des bulles d'univers adjacentes à la nôtre, à ce que nous appelons l'univers observable, et qui laisseraient une certaine trace dans ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Le rayonnement fossile, c'est la lumière refroidie du Big Bang que l'on observe aujourd'hui. C'est comme si on observait un petit peu la limite de l'espace observable, à la fois dans l'espace et dans le temps. Et donc, voilà, il y a des travaux qui ont été proposés disant qu'on pourrait trouver certaines indications, certaines anomalies dans la structure de ce rayonnement fossile, signant la trace d'univers, de multivers adjacents. Personnellement, je n'y crois pas, mais ça vaut toujours la peine d'explorer. Alors, deux dernières questions, monsieur ici et monsieur au fond, qui lève la main depuis un certain temps. Monsieur? Comment fait-on sortir des particules du vide quantique? Comment fait-on sortir les particules du vide quantique? Vous pourrez répondre très simplement, et simplistiquement, d'une certaine façon, là, c'est le E égale mc2, c'est-à-dire à toute forme d'énergie est associée la matière. Donc en fait, au vide quantique, le vide quantique peut se manifester par la création spontanée de matière, et on le fait au laboratoire, dans les grands accélérateurs de particules. On crée par exemple des couples de particules et d'antiparticules à partir de l'énergie du vide.
c'est-à-dire dans une collision entre votre énergie, vous extrayez une partie, vous empruntez un peu d'énergie à l'énergie du vide et vous la matérialisez en objet, qui sont en général des couples de particules et d'antiparticules. Qui dure combien de temps? Des fractions de milliardième de seconde. Monsieur, dernière question, monsieur. Ah. Voilà, là, rapprochez-vous parce que là, alors. Mais aussi au niveau des sciences, mais Oui. fasciné par l'immensité de l'espace, l'intelligence. Mais je me pose une question très prosaïque. Si l'homme ne fait pas toutes les folies que maintenant il fait, même sans pollution, sans rien, combien de temps la Terre sera habitable par rapport au Soleil, En écartant toute ce qui est la pollution, Oui, sur le plan climatique, sur le plan de la pure évolution astronomique, sans intervention humaine, etc., le destin de la Terre, il est évidemment, comme le destin des planètes en général, il est lié au destin du Soleil, qui est le fait que nous donnons et qui nous donne de l'énergie, etc. Voilà. Et nous savons, ça par des théories de l'évolution stellaire qui sont très solides, nous savons que comme toutes les autres étoiles, le Soleil aura forcément une fin. Cette fin, elle est fixée à environ 4 à 5 milliards d'années dans le futur. Le Soleil va se mettre à gonfler d'abord, avant de s'éteindre. Il va se mettre à gonfler, à se dilater et envelopper la Terre. On a encore un peu de temps de envelopper la Terre, qui finira fondu. Alors, moi j'ai noté dans votre exposé qu'il y a le vide, dont on parlait très peu, prendre un peu d'importance, on étudiait en d'autres temps les Antiquités, il y avait une formule très belle que j'ai retenue qui disait « L'oiseau de Minerve s'imagine qu'il volerait mieux dans le vide », en se disant que dans le vide, il n'y a rien, on ne peut rien faire. Cette notion du vide est éliminée dans le vide. Il y a une sorte de, par rapport à cette formule-là, c'est plutôt une inversion. Les conceptions modernes du vide les rejoignent plutôt d'autres traditions, d'autres civilisations, notamment dans les civilisations asiatiques, les cosmogonies indiennes, chinoises. Le vide joue un rôle absolument primordial et on trouve des aphorismes de philosophes très anciens qui ont parlé du vide. Par exemple, l'énergie du Tao, l'énergie du Tao, c'est des formes d'énergie du vide, et ils disent que le vide contient potentiellement toute chose. Et c'est un singulier retour de la cosmologie moderne que de retrouver par d'autres voies cette idée fascinante que, en fait, toute la réalité du monde est contenue en germe dans le vide. Merci à vous.